Dans la causerie de ce vendredi, on va parler de la réorganisation des enseignants honoraires dans le milieu éducatif béninois. Ces aspirants au métier de l'enseignement qui sont redéployés sur le terrain avec de nouvelles modalités, de nouveaux contrats aussi, de contrats de performance notamment. Et pour justement jauger cette actualité, je reçois pour vous Mehdi Sagonko, qui est journaliste spécialiste des questions de l'éducation. Bonjour. Bonjour chers confrères et bonjour aux téléspectateurs. Merci de répondre présent à notre appel. Merci pour l'invitation. Avec nous sur ce plateau, Raimi Moussa qui nous accompagne depuis ce matin. Merci Raimi d'être là. Dieu est grand. Voilà. Mehdi Sagonko, le gouvernement qui a décidé de changer un peu la donne. On sait que par le passé, depuis des décennies, on connaît des vacataires, parce qu'on les appelle comme ça, des enseignants qui n'ont pas de contrat fixe avec l'État et qui sont des prestataires de services qui vont dans les établissements comme bon leur semble et qui sont taillables et corvéables à merci. Aujourd'hui, les choses changent. En tant que journaliste spécialiste de ces questions-là, quel regard portez-vous sur cette actualité? Merci bien, chers confrères. Il faut d'abord reconnaître la pertinence de cette mesure ou bien de cette réforme qui s'opère au niveau de l'enseignement secondaire dans notre pays en ce qui concerne la situation des prestataires de services pédagogiques, communément appelés enseignants vacataires. Puisque lorsqu'on fait un état des lieux par le passé, nous devons être unanimes à reconnaître qu'il y a des choses qui n'allaient pas et qu'il fallait vraiment corriger. Mais mieux vaut tard que jamais, il faut que cela arrive et ça a commencé à se dessiner avec les décisions que nous sommes en train d'observer, mais qu'il faut réfléchir pour améliorer, perfectionner ou parfaire. Comme nous le savons tous, par le passé, les enseignants vacataires avaient des emplois du temps éclatés sur beaucoup de CEG, puisque la limite c'était 9 heures. Oui, aucun enseignant vacataire par collège ne devait pas dépasser 9 heures, ce qui par conséquent fait que l'enseignant vacataire est obligé de demander des heures dans beaucoup de CEG à la fois et d'avoir peut-être un cours de 7h à 10h dans un CEG à Cotonou et de 10h à 13h dans un autre CEG à Calavi. Donc, ce qui vraiment constitue un élément de pression. Oui. Et la conséquence, c'est que s'il faut finir un cours à 10h à Cotonou et commencer un autre cours à 10h à Calavi, c'est que l'enseignant n'a pas autre choix que d'être en retard pour le deuxième cours. Donc aujourd'hui, avec cette option, avec cette décision, c'est que ce problème est réglé. Puisque l'enseignant désormais aura 16 heures sur place dans un CEG. Donc c'est dire que c'est la question de la sédentarisation qui est en train d'être réglée. Puisque la sédentarisation, il faut le rappeler, c'est l'une des vieilles revendications du secteur de l'enseignement secondaire dans notre pays. Ça fait plus de 5 ans que cela constitue un point de revendication évoqué chaque fois par les syndicalistes pour demander que les enseignants vacataires soient fixés en un CEG. Donc c'est déjà bien que cela ait commencé à être concrétisé avec cette décision du gouvernement qui, à l'issue de l'évaluation diagnostique, a décidé de procéder à des redéploiements afin de mettre à la disposition des CEG des enseignants qui auront leur masse horaire dans un établissement, 18 heures pour les enseignants de grade professeur certifié ou élèves professeurs certifiés et 20 heures pour les enseignants de grade professeur adjoint ou élève professeur. Maintenant, tout ce qui reste à souhaiter, c'est que les conditions de traitement et que les éléments du contrat aillent en faveur de l'enseignant. Très bien. Voilà. On va revenir à ces éléments tout à l'heure. Raimi Moussa, ces vacataires-là que nous avons vus longtemps dans le système éducatif, parfois on a demandé qu'on puisse les sédentariser effectivement et les gouvernants qui se sont succédés ont cherché peut-être des moyens sans y arriver. Actuellement, on peut dire que c'est chose faite à partir de cette année scolaire qui commence. Quel regard portez-vous dessus? Merci Gilles. Permettez que nous rendons hommage toujours au passé.
nous ne pouvons pas totalement maîtriser les causes pour lesquelles les choses n'ont pas bien marché. Ce qui est certain, la paix nationale dépend du pourcentage de la paix mentale chez les citoyens nationaux. Plus de citoyens nationaux ont la paix mentale, vous verrez que la paix nationale augmente. Et donc les bénédictions ne peuvent qu'augmenter dans la nation. La vacation n'a jamais créé de paix mentale. J'ai été professeur, j'ai fait la vacation. Vous vivez dans la peur. Parce qu'à tout moment, même le directeur du collège peut vous renvoyer. Et voilà que vous avez déjà une famille. Vous savez, on n'arrive jamais à faire un projet stable et durable par rapport à ce qu'on gagne dans la vacation. Parce qu'à tout moment, vous ne maîtrisez pas ce qui peut arriver. C'est pour vous dire d'abord que nous ne pouvons que remercier le gouvernement de créer davantage de paix mentale chez ses citoyens. C'est d'abord ça. Maintenant, au-delà de ça, sortir ceux qui d'abord nous aident à être de bons citoyens, parce que l'éducateur, c'est d'abord celui qui fait que on apprécie le portrait d'un citoyen à la fois chez lui et à l'étranger. Sortir ces éducateurs de la précarité, de l'instabilité, nous ne pouvons que remercier le gouvernement. Et nous demandons au gouvernement, et surtout avant de remercier, avant de demander quoi que ce soit au gouvernement, nous demandons à chacun de ces éducateurs de comprendre que la notion d'auto-évaluation est en jeu. Pour la rue, pour le nouveau contrat, ça veut dire quoi? Ça, chacun d'eux de s'améliorer, d'être formateur de formateur. C'est-à-dire de s'auto-évaluer, de s'auto-s'instruire pour qu'après les 9 mois, on puisse encore leur renouveler une confiance. Nous sommes en train de rentrer désormais vraiment dans le bon quartier latin. C'est vrai que Mehdi Sagonko, entre-temps, lorsque vous allez dans les perceptions, les réceptions-perceptions, vous voyez que les enseignants vacataires sont alignés sous le soleil en attendant peut-être leur pays après plusieurs mois de service. Et le gouvernement a décidé de les payer désormais par voie bancaire. On bancarise d'abord leur salaire. Ensuite, de la sédentarisation, tout à l'heure, on a parlé de ça. Mais il y a aussi une prise en charge médicale qui leur est proposée dans les nouvelles modalités à partir de cette année. En quoi est-ce que ça participe notamment à l'épanouissement de ces enseignants-là? Merci bien, chers confrères. C'est comme l'a dit l'écrivain Seydou Badian, les choses changent et nous devons vivre avec notre temps. En ce qui concerne la bancarisation, on ne peut pas dire que ce n'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose parce que en plein 21e siècle, ce n'est pas normal que des gens continuent de s'aligner, de se mettre sous soleil pour percevoir de l'argent avec des risques. Parce que du moment où des divorcés sociaux savent qu'à telle date, il y a de l'attroupement à tel niveau pour prendre de l'argent, c'est que vous n'êtes plus en sécurité quand vous quittez même les lieux avec cet argent. Mais avec la question de la bancarisation, c'est que plus personne ne sait quand, plus personne ne peut vous pister. C'est ça. Plus personne ne peut vous pister. On ne sait pas quand vous portez de l'argent sur vous. On ne sait plus quand vous portez de l'argent. Plus personne ne peut vous pister, puisqu'on ne sait plus quand vous portez de l'argent sur vous. Et cela permet également à l'enseignant d'être moins exposé. Puisque chaque fois quand il y a ces gens d'attroupement et que tout le monde passe, on sait déjà que c'est les enseignants qui sont en train de percevoir de l'argent, alors que la banque est là. Il suffit que les établissements fassent les virements. Donc c'est pour saluer cette décision avant de venir sur la question de la prise en charge sociale, qui est également d'une pertinence à ne plus démontrer. En ce sens qu'un employé, pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, il faut qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il ait une couverture sanitaire pour lui-même et pour sa famille. Et l'un des acquis obtenus
sous ce régime, c'est cela. Parce que les enseignants vacataires honoraires ont désormais la possibilité d'avoir des prises en charge pour se faire soigner. Ça là, c'est déjà entré en vigueur depuis 2 ans, 3 ans comme ça. Donc c'est vraiment important de le reconnaître. Le point sur lequel il convient maintenant d'attirer l'attention du gouvernement, c'est les termes du contrat à faire signer, de sorte que cela aille vraiment dans l'intérêt de l'enseignant vacataire, pour qu'il puisse véritablement sortir de la précarité. Comme le veut le gouvernement. Comme déjà ça a commencé, puisque l'action qui est posée jusque-là permet de dire que le gouvernement est en train de régler déjà la question de l'instabilité de l'enseignant vacataire. Donc le gouvernement a réglé la question de l'instabilité, ça on peut l'affirmer. Maintenant, pour la précarité, c'est que des débuts d'efforts ont commencé à être posés, mais il faut vraiment aller au bout pour que l'enseignant puisse sortir de l'auberge. C'est vrai que pour le moment, c'est 9 mois de contrat, 9 mois de salaire qui sont annoncés dans le contrat. Ce qui veut dire que pendant les vacances, il y a encore un risque de galère ou bien une menace de galère qui pèse sur l'enseignant. Donc c'est déjà bien de commencer, mais il faut aller il faut travailler à atteindre l'objectif de 12 mois sur 12. Ce n'est qu'en faisant cela, on pourra maintenant affirmer à haute voix que la question de la précarité est réglée. Pour de bon. Voilà. Cette question de sédentarité, de prise en charge médicale, de bancarisation des salaires, Raimi Moussa, ça participe non seulement à la sécurité, comme il l'a dit tout à l'heure, parce que même si vous quittez l'établissement à 10 heures, que vous devez commencer notre cours à 10 heures, quelque part, à force d'être pressé, vous pouvez avoir un accident en circulation. Votre santé, ça s'use de plus en plus, puisque vous ne ménagez pas vraiment le corps. Est-ce que tout cela ne participe pas, comme il le dit tout à l'heure, à la stabilité même de l'individu en lui aussi? C'est même au-delà, parce que nous devons voir loin. C'est peut-être parce que le gouvernement n'explique pas en réalité pourquoi il est en train de faire ce genre de travail. Il y a déjà une nouvelle cité qui est annoncée, que vous savez, des cités même qui sont annoncées. Oui. Alors, vous pensez que ce n'est... Déjà, il faut stabiliser les enseignants par rapport à une banque, pour qu'on puisse leur conférer des maisons. Vous verrez dans le futur que c'est tout un projet, que tout n'est pas encore dévoilé. Mais pour qu'on puisse bénéficier de ces choses, il faut d'abord une traçabilité stable. Aucune banque ne vous prêtera s'il n'y a pas une stabilité de solde, c'est-à-dire une fréquence de solde. Donc, c'est quand il y a fréquence de solde que la banque se dit, bon, on peut valider telle personne, soit pour acheter une maison, soit pour acheter... Et vous verrez que c'est tout un ensemble qui vient en fait. Et si vous étudiez bien le nouveau projet de budget, oui. Mais s'il plaît à Dieu et au nom des membres de nos ancêtres, le peuple béninois connaîtra moins de souffrance mentale. C'est vrai que les enseignants réclamaient qu'on puisse leur accorder une prise en charge médicale. C'est très important, Raimi Moussa, que si vous tombez malade, comme les autres agents de l'État en général, qui ont des sécurités sociales, c'est très primordial dans cette question. Je vous dis, et vous verrez dans le temps, que tout est déjà pris en compte comme ça. De manière à ce que nous ne vivons plus dans l'instabilité. Aucun de nous, vous et moi, comme les enseignants. Même ça ira jusque même à des acteurs qui ne sont même pas enregistrés. Le plus important, tout travail sérieux doit commencer par l'identification d'abord. C'est-à-dire, qui est qui? Qui est qui? Si on ne fait pas ça, on ne peut pas nous aider. Aucun gouvernement ne peut aider au hasard. Et les partenaires ne vont jamais accompagner un gouvernement qui travaille au hasard. C'est pour vous dire que même au niveau de la santé, il y a déjà dans les projets liés à la santé, l'intégration de tout ça. Mais il faut d'abord l'identification et que les banques sachent qu'il y a récurrence de solde. C'est-à-dire, on est sûr que telle personne, régulièrement, nous pouvons compter sur son avoir. Mais, lorsque vous venez prendre l'argent directement comme ça, mon frère, d'abord, parfois, au moment où vous êtes en train de prendre l'argent, peut-être que c'est la pluie qui commence. Et souvent, la vacation fait qu'on prête de l'argent à gauche, à droite. Oui. Mais quand vous avez de l'argent en banque, il y a une autre manière de fonctionner qui rentre dans votre tête en même temps.
si vous voulez analyser, hein, on n'a pas envie d'aller à la banque tout le temps. Mais il suffit de mettre 200 000 en poche, mon frère Gilles. Si je n'avais pas fait ça, on ne fera pas 3 jours. C'est pour dire que même au niveau de la santé, bientôt, les gens comprendront le lien de tout ce qui se fait par le gouvernement. Mais accompagnons le gouvernement dans l'identification que le gouvernement est en train de faire dans chaque secteur d'activité dans une nation. Très bien. C'est d'abord ça. Mehdi Sabonko, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la transparence dans tout le processus? On se souvient de l'évaluation qui, la dernière évaluation date par rapport à ces aspirants-là, c'était le 14 août dernier, où tout le monde a répondu présent, en tout cas presque, hein, tout le monde a répondu présent, tous les aspirants étaient là, et ça a permis de résoudre peut-être des problèmes liés au profil, aux expériences, aux diplômes qu'il faut pour enseigner telle matière. Et aussi la transparence, avant, lorsque vous devrez avoir des heures, c'est peut-être si vous êtes en de bons termes avec le censeur ou le directeur, qu'on vous accepte, autrement vous n'avez pas d'heure. Aujourd'hui, qu'en est-il? Je crois qu'aujourd'hui, tel que les choses se font, l'enseignant a des raisons d'être en totale confiance dans son établissement et il n'aura plus à être inquiété de rien, même en face des membres de l'administration, pourvu qu'il fasse bien son travail. Puisque si par le passé, lui-même sait qu'il est redevable à un directeur ou à un membre de l'administration avant d'être là, pour un oui ou pour un non, c'est que sa fierté peut en recevoir un coup. La manière dont il devrait tenir face à certaines situations, au nom de cette manière dont il était redevable, il peut avoir tendance à céder face à des situations devant lesquelles il devrait tenir rigoureusement. Aujourd'hui, le processus de recrutement tel que vous êtes en train de le souligner, c'est dans la transparence, à commencer d'abord par le dépôt des dossiers pour l'évaluation diagnostique. Et qu'il y a eu un travail qui a été fait à ce niveau, une sélection où des profils non conformes ont été complètement mis de côté. Quand bien même des gens avaient déjà l'expérience sur le terrain, travaillaient, et qu'à l'étude des dossiers au niveau des directions départementales, les profils qui ne sont pas conformes aux matières sollicitées ou bien aux matières enseignées ont été mis de côté. Donc, il faut comprendre par là que si ce n'était pas cette idée d'évaluation, ceux-là continueraient d'évoluer toujours dans les rangs comme enseignants. Mais aujourd'hui, ils sont hors du système. Venant maintenant à l'évaluation proprement dite, les épreuves qui ont été proposées, c'est des épreuves qui sont vraiment de nature à vérifier, à jauger vraiment la compétence de l'enseignant. Voilà, d'abord une épreuve de culture générale qui fait vraiment remuer les méninges. Et puis, pour tester sa culture, voilà, mais également aussi son niveau d'expression. Son niveau d'expression et une épreuve de spécialité où les questions qui sont posées, si vraiment la personne tient la craie, doit être en mesure de répondre. Quelqu'un qui n'arrive pas à bien répondre à ces questions, ça veut dire que ça pose véritable problème. Donc il faut reconnaître globalement que c'est une mesure d'assainissement qui a été déclenchée dans ce secteur, surtout lorsqu'on sait que l'enseignement secondaire pendant longtemps a fonctionné comme le grand réceptacle des diplômés sans emploi, donc comme si c'est après avoir échoué partout qu'on peut venir là, ce qui ne devrait pas être le cas, puisqu'il s'agit après tout de l'enseignement, de l'éducation, de la formation de la personnalité, et des avenirs de la future génération de notre pays. Donc il ne faut pas s'amuser avec ce tri, avec ce travail qui est en train d'être fait, ou bien qui a été déjà fait avec l'évaluation diagnostique. On est sûr que c'est ceux qui ont quand même la volonté ou la vocation d'enseigner qui sont là, et que c'est les compétents qui sont là. L'acte de se lever pour aller composer, c'est déjà une preuve de vocation, c'est une preuve d'expression de la vocation. Le fait d'être déclaré admis constitue une confirmation d'un début de compétence, tout au moins, pour ne pas dire d'une compétence. Donc, et puis, c'est des mesures qui sont de nature à contribuer, ou bien qui sont susceptibles de contribuer à la performance du système, puisque la bonne santé d'une école dépend d'abord avant tout de la qualité des enseignants. Et de la qualité des enseignants dépend de la manière dont cet enseignant est recruté. Un enseignant recruté sur la base des affinités de copinage, des liens de parenté, que son travail, même si il y a de laxisme par endroit,
si c'est un parent, peut-être au directeur, la manière de punir peut poser problème parce que vous êtes déjà unis par des liens de parenté. Mais avec les redéploiements qui sont faits, l'administration met à votre niveau des gens peut-être que vous ne connaissez pas, des gens qui ne vous connaissent pas. Donc, le directeur, l'administration de l'école travaille avec un personnel qu'on lui envoie, qu'on met à sa disposition, et non une équipe que lui-même a recrutée. Ça soulage aussi l'administration, non? Ça soulage l'administration. Des pressions diverses. Oui, oui, bien sûr. Oui, sous l'angle des pressions, surtout des pressions politiques. Oui. Parce que un directeur qui a des affinités politiques, quand on va lui faire des recommandations, s'il n'arrive pas à céder, tout ce que cela peut lui créer après. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que ce n'est plus lui qui recrute. Donc, quand on va l'appeler pour lui dire, j'ai quelqu'un de mon parti, tu voudrais bien, il a fait tel diplôme, tu voudrais bien lui trouver des heures dans ton école, il répond facilement que ce n'est plus lui qui recrute. Donc, là, ça permet également aux directeurs d'être beaucoup plus libres et de faire convenablement leur travail ou bien de jouer leur rôle. Très bien. Voilà. Rémi Moussa, sur la question de la transparence. Aujourd'hui, on n'entend presque aucun remous sur cette question. Personne n'a dit, ah oui, ils ont pris leurs partisans, ils nous ont laissé parce que nous on est opposants, parce qu'on ne partage pas les idéaux du pouvoir en place. Ce n'est pas comme peut-être on aurait pu le voir ailleurs ou à des époques différentes de celle-ci, non? Mais, mon frère, nous avons bien dit au début, rupture et nouveau départ. Pour avoir de tels résultats aujourd'hui, il a fallu beaucoup de courage, mais également aussi beaucoup de sacrifices des cadres. La notion de rupture pose le problème d'une nouvelle vision des choses. Et qui dit nouvelle vision dit nouvelle manière, nouvelle loi. L'ancienne loi, même dans la Bible, a été dépassée. Et le Christ nous a proposé une nouvelle loi. Et pour vous dire que quand on dit rupture là, nous devons nous attendre à traverser le désert d'abord pour un temps. Et toute rupture impose que dès le départ, chaque chameau boit beaucoup de l'eau. Ceux qui n'ont pas bu beaucoup d'eau sont restés dans le désert. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de la complaisance. Il s'agit de développer vos dons, vos qualités, de manière à ce que vous soyez confirmés. Parce que lorsque vous êtes confirmé en vous-même, même si l'autre, par ethnisation ou politisation, vous rejette, il y aura toujours des gens pour vous apprécier et vous prendre. C'est pour vous dire simplement que aujourd'hui, par ce que fait le gouvernement, on demande à chaque Béninois d'être simplement fier de ce que Dieu lui a donné comme qualité et don et de les développer davantage. Que celui qui a le don d'enseignement développe le don d'enseignement et ne va pas, et que le mécanicien que Dieu a dit, tu es naturellement mécanicien, ne va pas dans l'enseignement. Vous voyez même des enseignants, il y a un moment où c'est l'élève qui corrige. Oui. Monsieur, vous vouliez peut-être dire ceci? C'est pour vous dire que vous avez même on a eu même des ministres qui ne peuvent pas tenir un discours, c'est pas cohérent. On doit dépasser tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de dire je suis en train de faire pour être réélu. Remarquez ça. Rien n'est en train d'être fait dans la vision de réélection. C'est l'expertise qui s'impose aujourd'hui. Et nous demandons au peuple d'avoir le discernement. Et surtout, la qualité de comparaison. Celui qui veut comparer doit être neutre de la conscience d'abord. Pouvoir dire honnêtement, face à sa conscience, dans tel état, on était mal géré. Mais ici, on est bien géré, mais ça nous demande d'être plus rigoureux envers nous-mêmes. Et de savoir économiser, comme on dit. Parce que celui qui veut construire, s'il ne fait pas le point, il ne peut jamais construire. Vous devez savoir combien de locataires dans votre maison. Le locataire même doit savoir pour bien quantifier. Parce que si vous voulez rester locataire toute votre vie, ça dépend de vous. Ici, on est en train de nous dire et de nous apprendre à ne pas demeurer locataire toute la vie. Et vous verrez bientôt que
plus de gens vont quitter leur location. Parce que il faut rêver de chez soi pour changer de méthode de vision. Et on nous propose de rêver d'être nous-mêmes. Et pourquoi ne pas avoir l'humilité, l'humilité de s'adapter. Parce qu'il s'agit de l'adaptation. Les gens ont du mal à s'adapter. Le fraudeur, quand vous lui dites tu ne vas plus frauder, vous lui fermez tout. Il cherche encore comme l'animal là qui creuse pour sortir dans votre maison là. Mais il a creusé, il sort, il voit encore le douanier. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. D'accord. Bédis. Je vais donner un exemple par rapport à un fait qui s'était passé il doit avoir 3 ans, où un enseignant titulaire d'une maîtrise en MP, maths physique, et en formation à l'école normale supérieure, a déposé un dossier de demandeur de vacation dans un CVG. Et il découvre à sa grande surprise, et contre toute attente d'ailleurs, à la rentrée, qui n'a pas été retenu. Malgré ce profil, irrité, il a saisi la direction départementale qui a interpellé le directeur pour que l'administration fasse le point des profils des enseignants de mathématiques retenus pour cette année-là. Et c'est comme ça qu'il a été rétabli dans ses droits. Et il a été attesté, il a été établi que c'était quand même l'un des meilleurs profils par rapport aux autres dossiers retenus dans cet établissement. Donc, c'est un exemple pour dire qu'aujourd'hui, qu'on ne peut plus connaître ces genres de situations, du moment où tout le monde est appelé à composer avec son diplôme, et une fois déclaré admis, c'est qu'on vous redéploie. Mais il est important d'insister sur les éléments du contrat. Parce que l'essentiel réside à ce niveau. Puisqu'il ne sert à rien que de faire tout ce travail pour définir un contrat qui va apparaître comme liberticide, ou bien offrir des conditions de travail qui vont ressembler à une forme d'exploitation, et on est sûr que le gouvernement n'en viendrait pas là. Avec déjà les actions qui se mènent, qui se posent, c'est d'espérer que les choses aillent mieux et qu'au bout du rouleau, que les enseignants aient 12 mois de salaire sur 12. Vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, donc ce n'est que ça qui va garantir la question de la précarité, le règlement de la question de la précarité. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et on parle de la performance de ces enseignants-là. D'abord, ils ont été légitimés par un test d'évaluation. Mais ensuite, le ministre Magnokako a affirmé hier qu'à la fin de leur année, des 9 mois, ils vont subir une nouvelle évaluation pour prouver qu'on peut continuer à leur faire confiance. Mais tout au long de l'année, il y aura des inspecteurs de zone qui vont les suivre de très près. Quel impact cela peut avoir sur le rendement, sur le niveau même de ces enseignants-là et la qualité de l'enseignement? D'abord, les inspecteurs et les conseillers pédagogiques sont sur le terrain chaque année pour faire des visites de classe et voir comment les choses se passent. C'est ça qui permet à l'enseignant, puisque après l'arrivée des inspecteurs, il y a une séance qui se fait en retrait, peut-être à la salle des professeurs, où les observations sont faites à l'endroit de l'enseignant en vue d'améliorer les pratiques pédagogiques. Donc, venant à la situation des aspirants, qui savent déjà que même sans que le ministre ne le dise, qu'ils doivent s'attendre, se préparer à tout moment à recevoir des inspecteurs ou des conseillers pédagogiques pour un suivi. Pour un suivi. Donc, ce qui permet d'abord de bien faire le travail, et de se dire que lorsqu'on choisit d'être enseignant, il faut être cultivé. Il faut se cultiver en permanence à tout moment. Choisir d'être enseignant, c'est comme être un étudiant à vie. Parce que les enseignements que vous devez donner, vous devez les préparer. Et pour les préparer, et les actualiser. Et pour les préparer, il faut faire de la recherche. Donc, dans cette routine, il faut espérer que les aspirants qui ont pu déjà être déclarés admis à une prochaine évaluation, qu'ils puissent également prouver encore leurs compétences pour continuer à mériter le renouvellement de la confiance que la République leur accorde. Comme dans le journalisme, lorsqu'on est enseignant, on prépare ce qu'on doit dire, parce qu'on ne vient pas à l'antenne pour raconter sa vie. Justement. On sait ce qu'on doit dire. Et l'enseignant aussi prépare ses cours. Il sait aussi ce qu'il doit faire à travers des fiches. Parfois, certains enseignants ne le font pas. Aujourd'hui, Raimi, c'est sûr que ça ne sera pas pareil.
Ça ne sera même plus pareil. Ça ne sera même plus pareil. C'est pour ça que nous soutenons le gouvernement de continuer. Ce qui est juste, toute conscience face à tout ce qui est juste, c'est que c'est juste. Le reste, c'est de la manipulation et des affabulations. L'enseignant, c'est un métier sacerdotal d'honneur. Remarquez, il vous arrive d'aller, par exemple, dans une banque où il y a du monde. Et vous voyez le directeur descendre. Moi, j'ai vécu ça. Et qui vient, il dit, mais professeur, je ne sais pas, vous voyez, et il vous prend, il dit, venez dans mon bureau. Il vous rend ce que... L'élève vous rend ce que vous lui avez. C'est ça. Ce sont des honneurs qu'aucune somme ne peut payer. Vous allez dans des milieux où peut-être vous êtes au 5e rang et c'est peut-être votre professeur qui est... Par exemple, je prends le cas du professeur Maouno Kapou. Vous voyez ces étudiants par rapport à lui dans sa situation. Il a été mon professeur à l'université. Bien sûr. J'ai été également son étudiant. Voilà. Vous voyez ce que ça fait. C'est pour vous dire que oui, chacun, en tant qu'enseignant, c'est l'honneur du nom qui compte. D'accord. Et votre honneur se traduit dans l'histoire par ce qu'est devenu vos élèves. Voilà.